Vous m'avez demandé de travailler sur le dénouement de la pièce art de Yasmina Reza. Donc il s'agit du dénouement, c'est-à-dire la fin de la pièce, là où va se dénouer le nœud originel. Alors quel est ce nœud? Eh bien c'est un débat entre trois amis, Serge, Marc et Yvan, un débat autour d'une œuvre d'art qui va être désignée par métonymie avec le nom de son auteur, l'Antrios, une œuvre d'art particulière puisque c'est un monochrome blanc, tableau complètement blanc, qui aurait été acheté par Serge 200 000 francs. L'intégralité de la pièce va tourner autour de ce débat sur la valeur de l'art, sur l'art contemporain, une valeur qui est à la fois esthétique, une valeur qui est morale, une valeur qui est financière. Ici donc nous avons le dénouement et ce dénouement va reposer sur une stratégie de Serge, stratégie qui va impliquer l'Antrios d'une part, mais aussi un feutre d'autre part. Je vous propose la lecture de cet extrait. Une merde blanche, il est pris d'un fou rire. Car c'est une merde blanche, reconnais-le mon vieux. C'est insensé ce que tu as acheté. Marc rit, entraîné dans la démesure d'Yvan. Serge sort de la pièce et revient aussitôt avec l'Antrios qu'il replace au même endroit. Tu as sur toi tes fameux feutres? Pourquoi faire? Tu vas pas dessiner sur le tableau? Tu as ou pas? Attends. Il fouille dans les poches de sa veste. Oui, un bleu. Yvan tend le feutre à Serge. Serge prend le feutre, enlève le capuchon, observe un instant la pointe, replace le capuchon. Il lève les yeux vers Marc et lui lance le feutre. Marc l'attrape, les jetant. Vas-y. Vas-y. Comme on le voit, c'est sur le feutre bleu que va reposer la stratégie de Serge et c'est grâce à ce feutre qu'il va à la fois pouvoir réconcilier les trois amis et prouver qu'il a raison. Ainsi donc, nous pouvons nous poser la question, en quoi le choix de l'accessoire peut-il être stratégique? Pour illustrer et répondre à cette interrogation, je découperai mon texte en trois parties. Une première partie de la ligne 1 à la ligne 13, où on va assister à la mise en place du stratagème. Ensuite, de la ligne 14 à la ligne 32, où on assiste à la réalisation du stratagème. Et enfin, les conséquences du stratagème, à partir de la ligne 33 jusqu'à la fin. Je commence ainsi le commentaire. On commence avec une réplique d'Yvan, une réplique qui est assertive, une réplique qui est violente. On le voit dans le choix des mots, une merde blanche. Avec cet adjectif blanche, on reconnaît ici qu'il parle de l'Antrios. Et le nom, très dévalorisant, merde, qui va être répété, une merde blanche, une merde blanche. La répétition n'est pas gratuite puisqu'elle est liée par la conjonction de coordination car, qui va montrer une cause. Ici, l'idée, c'est de montrer la supériorité du jugement d'Yvan sur celui de Serge. Là où Serge voit une œuvre d'art, Yvan voit une merde blanche. Rapport de causalité qui est insensé pour le coup, puisque en fait la cause et la conséquence sont les mêmes. Une merde blanche, car c'est une merde blanche. Cependant, cette supériorité va s'affirmer avec l'usage de l'impératif, reconnais-le mon vieux, même si on a l'usage de l'hypocoristique qui va être là pour renouer un petit peu une amitié, mais ce terme d'insensé, qui n'a pas de raison, qui n'obéit pas aux règles de la raison, c'est insensé ce que tu as acheté. L'usage des points de suspension va être là pour modéliser à la fois les silences, soit qui attendent une réponse, soit les silences qui sont engendrés par la crise de fou rire d'Yvan, comme le soulignent les didascalies. Les didascalies, en effet, sont très présentes et vont montrer l'importance qu'apporte Reza à sa mise en scène. Grande didascalie donc, Marc rit, entraîné dans la demi-mesure d'Yvan. Ici, on va avoir une communion entre Marc et Yvan, une communion de deux amis contre un qui devient un ennemi, Serge. Communion qui va pousser Serge en dehors de la pièce. Serge sort de la pièce. Comme s'il sortait à la fois de la pièce dans laquelle il est et de la pièce de théâtre dans laquelle il joue. Cependant, il sort de la pièce pour revenir aussitôt. Ici, avec l'adverbe, on voit que Serge est décidé, qu'il a un plan d'action. Il ramène avec lui l'Antrios, qui va être le premier accessoire, à la fois l'objet de la discorde et le moyen de revenir à une entente dans le groupe d'amis. Réplique de Serge, tu as tes fameux feutres. Avec l'adjectif fameux, on commence à voir que Serge a un plan. S'ils sont fameux, c'est qu'ils ont quelque chose de spécifique. Vraisemblablement que la première interprétation sera les fameux feutres, ceux qu'il a toujours sur lui, puisque Yvan n'est pas étonné qu'on lui pose la question, il est plus étonné de la destination du feutre. Pourquoi faire? Donc pourquoi en deux mots, dans quel but
Dans quel but est-ce qu'il y a besoin de feutre? Et dans la question suivante, tu ne vas pas dessiner sur le tableau, se dessine comme une crainte. C'est à la fois une interdiction, à la fois une crainte, à la fois quelque chose qui montre qu'il se sent en danger avec cette mise en péril du tableau. Serge ne répond pas aux questions. Non seulement il ne répondait pas à l'accusation d'Ivan, la première réplique, mais il ne répond pas non plus aux questions. Il continue, tu en as ou pas, il a une idée en tête et il attend le feutre. Ivan lui aussi lui demande d'attendre et on va avoir l'apparition de ce fameux feutre qui est un feutre bleu. Ici, le choix du terme feutre va évidemment avoir son importance puisque un feutre n'est pas un stylo. Le stylo bleu traditionnellement est effaçable, le feutre par contre ne l'est pas. Ivan tend le feutre à Serge. Ici, on va avoir une première mise en relation, puisque ce feutre va circuler d'ami en ami. Pour l'instant, il passe d'Ivan à Serge. Ivan tend, Serge prend le feutre. Et ensuite, une longue didascalie va nous montrer ce que Serge fait de ce feutre. On voit que ce feutre, il va l'observer. Il va se placer en observateur. On a aussi, il lève les yeux à la didascalie suivante. Et il va observer ce feutre de manière à vérifier la pertinence du choix qu'il a fait de ce second accessoire qui est le feutre. Et le feutre va continuer sa circulation puisque, passé de Ivan à Serge, il va passer maintenant de Serge à Marc. Marc attrape le feutre, ce qui montre qu'il y a une connivence entre Marc et Serge, et les jetant. Ainsi donc, dans ce premier temps, apparaissent les deux accessoires, le tableau et le feutre, et commencent à se dessiner de nouvelles configurations. Marc et Ivan au début du passage, contre Serge, et à la fin du passage, Serge et Marc contre Ivan. Cette nouvelle répartition de l'amitié va s'accentuer à partir du deuxième mouvement. Ainsi, Serge va se placer en maître, il va donner des impératifs, vas-y, vas-y. On va avoir ici 3 lignes de didascalie qui sont particulièrement intéressantes, parce qu'elles vont être marquées par des points de suspension. Alors que normalement, il ne devrait pas y avoir de points de suspension dans une didascalie. On assimilerait cette didascalie quasiment à de la narration. Dans la didascalie, on va se monter comme un suspense qui doit se traduire sur la scène, mais l'autrice aurait pu mettre les jetons ou silence, comme elle l'a fait juste avant. Ici, on va commencer à brouiller les pistes entre narration romanesque et théâtrale. L'assimilation de Marc et de Serge va s'accentuer. Là où dans la première partie c'était Serge qui observait le stylo, à ce moment-là, Marc va regarder Serge. De la même manière, comme Serge enlevait le capuchon, ligne 10, Marc va enlever le capuchon à son tour, ligne 13. Ils ont les mêmes actions, quasiment dans une structure de chiasme. Réaction d'Ivan, la réaction elle va être extrêmement violente, tu ne vas pas le faire. On retrouve la structure négative, mais cette fois-ci pas sous forme interrogative, tu ne vas pas dessiner sur le tableau, ligne 6, devient tu ne vas pas le faire, ligne 18. Marc va regarder Serge, on a toujours cette connivence qui va passer par le regard, toujours ces points de suspension qui viennent bâtir un suspense quasiment romanesque, et on a cette affirmation du nouveau couple, Marc et Serge, contre Ivan. Serge continue dans ses impératifs, allez, cette fois-ci c'est un simple constat, il n'y a pas véritablement d'injonction puisqu'il y a un point simplement, et Ivan va acter la nouvelle configuration de l'amitié, vous contre moi, donc vous êtes fous alliés tous les deux. Sachant que dans l'expression fous alliés, c'est à la fois il faudrait les empêcher d'agir, ils sont fous et il faudrait les attacher, et en même temps vous êtes fous alliés tous les deux, ils sont effectivement alliés tous les deux. Arrive la plus grande didascalie du passage, Marc se baisse pour être à la hauteur du tableau, il y a donc une mise à disposition du premier accessoire, et on va avoir une série d'oppositions entre Ivan d'un côté et Serge de l'autre. Ivan ayant un regard horrifié, Serge étant impassible. Un petit peu plus loin, Serge reste de marbre, Ivan est pétrifié. Au centre de ces jeux d'opposition, il va y avoir l'action de Marc, une action qui est libre. Il va dessiner une pente et un skieur avec un bonnet. L'idée derrière ce dessin, ça va être de modéliser à la fois la chute vers le dénouement. Il s'agit véritablement de descendre la pente. Ils sont arrivés au paroxysme du nœud. Il s'agit maintenant de dénouer. Lorsqu'il a fini, il se redresse, il contemple son œuvre. L'assimilation de Marc et de Serge
autour de cette pulsion de vue, cette pulsion scopique va se répéter ici avec le verbe contempler. Et on a une assimilation définitive de l'un à l'autre, y compris dans l'opposition. C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait que Serge, resté de marbre, s'opposait à Yvan et pétrifié, mais en même temps, il y a bien une assimilation de l'un à l'autre, puisque être pétrifié, c'est être transformé en pierre, et le marbre est lui-même une pierre. C'est-à-dire que par rapport à l'action, il y a une réunion des deux opposés. Serge et Yvan sont tous les deux en pierre. Arrive le silence et le dénouement final. Bon, j'ai faim, on va dîner. Ici, l'assimilation se refait complète, le groupe est reformé, puisque le je, première personne, est un on, troisième personne, impersonnel. Ce que veut l'un, les autres le veulent. Marc esquisse un sourire, à la fois un sourire de connivence et à la fois c'est lui qui a fait l'esquisse sur le tableau. Il rebouche le capuchon, donc il va s'assimiler à nouveau à Marc, et dans un geste ludique, là encore l'adjectif va signifier la connivence entre Marc et Serge, il le jette à Yvan qui s'en saisit au vol. On retrouve exactement les mêmes actions que précédemment dans la fin de la première partie. Là où Serge lançait et où Marc rattrapait, eh bien c'est cette fois-ci Marc qui lance et Yvan qui rattrape. Il y a bien une circulation, le feutre part d'Yvan, passe par Serge, passe par Marc et revient enfin à Yvan. La boucle est bouclée et la stratégie aboutit. La dernière partie, on se retrouve toujours chez Serge, donc on en déduit qu'ils sont allés dîner hors de chez lui, et on retrouve l'antrios blanc. Il a retrouvé toute sa blancheur initiale. Ainsi, là où on pouvait assimiler la pente dévalée par le skieur au dénouement de l'intrigue, eh bien, on peut assimiler par métaphore l'antrios à l'amitié qui unit ces trois personnages. Tout est redevenu comme avant. Serge regarde encore une fois son tableau. C'est un tableau qu'il partage maintenant en commun. C'est bien l'antrios, le tableau qu'il possède, et celui dont il a affirmé la supériorité esthétique. Là encore, un procédé assez étonnant au théâtre. Il se retourne et s'avance vers nous. C'est donc sur une adresse directe au spectateur que va se conclure la pièce. Serge, ici, va s'adresser au public pour révéler que le stratagème était pensé en amont. C'est-à-dire qu'il va devenir narrateur de ce qui s'est passé vraisemblablement au restaurant, là où ils sont allés dîner. Il va donner la parole à Marc et la parole à lui-même. Il va rapporter leur discussion. Dans ces trois discours rapportés, on va avoir la révélation du mensonge, mais c'est une révélation qui est relativement trouble. C'est-à-dire que, aussi bien on sait que Serge a menti, il le sait parce que c'est lui qui parle, mais on pourrait tout à fait penser que Marc lui-même ment, puisque la connivence qui a été établie entre les deux au début, ici va s'affirmer avec la répétition du nom, qui est effectivement une négation totale, mais le fait qu'il le répète deux fois, non, non, et toi, pourrait laisser penser que lui-même ment aussi. Et c'est ça qui va amener la dernière partie du monologue. J'ai failli répondre que moi je le savais, mais à vocation adversative, donc une opposition. Pouvais-je entamer notre période d'essai par un aveu aussi décevant? Ici, il va s'agir de rétablir la confiance qu'il y avait en Marc. Il faut prendre le parti de taire la vérité et de ne pas chercher à savoir si l'autre a menti ou a dit la vérité. Il ne faut pas débuter sur une tricherie, surtout que ce n'en est pas une, avec la répétition de tricherie et l'impératif, n'exagérons rien, qui montre que, en fait, peu importe le mensonge, du moment qu'à la fin, la relation est rétablie. Là encore, on va retrouver les éléments positifs, aveux, vertus, qui vont être couplés à des éléments négatifs, des adjectifs négatifs, décevants, stupides, pour montrer en fait l'inanité des notions de juste, d'injuste, de vrai et de faux. Le seul élément qui importe, c'est la relation. Pourquoi faut-il que les relations soient si compliquées avec Marc? Eh bien, cette relation, c'est à la fois la relation entre les amis, mais c'est aussi la relation, le récit qui est fait de ce qui s'est passé. La relation si compliquée, c'est aussi le fait qu'on ne sait pas et qu'on ne veut pas savoir si Marc était au courant ou pas. En quoi le choix de l'accessoire peut-il être stratégique? Eh bien, nous avons vu tout d'abord que ces accessoires pouvaient être conçus comme des stratagèmes intégrés à une stratégie de réconciliation. Avec ce paradoxe final, puisqu'on aboutit à ce constat que le mensonge peut cimenter une relation vraie. Deuxième élément, c'est que nous avons deux accessoires ici, un support fixe qui est le tableau et un élément mobile qui est le feutre. Et cet élément mobile va permettre de réunir, par la circulation qu'il opère entre les différents personnages, réunir ces différents personnages en une seule unité qui est l'amitié autour du tableau.
Serge devient ici un stratège, puisqu'il arrive à réconcilier et à concilier. Latrios est redevenu blanc. Non seulement il a rétabli l'amitié avec Marc et Ivan, mais il a aussi prouvé qu'il avait raison. Dernier élément d'intérêt, nous avons ici un stratagème qui est dramatique, puisqu'il va permettre le dénouement, mais il est aussi dramaturgique, dans le sens où le tableau peut se faire une métaphore de l'amitié entre les personnages. Il s'agit ici de repartir sur des bases blanches, et le stratège devient alors l'image d'un metteur en scène, ce qui va être modélisé par la confusion des didascalies, qui assimile Yasmina Reza à un narrateur de roman, et Serge, qui se fait narrateur lui aussi dans sa dernière réplique. Pour ce qui est de la question de grammaire, vous m'avez posé la question de la portée de l'interrogation, lignes 5 à 7. Je les relis rapidement. Tu as sur toi tes fameux feutres, pourquoi faire? Tu ne vas pas dessiner sur le tableau, tu as ou pas. En fait, le critère va être la réponse attendue. Nous avons 3 types de réponses attendues, soit une réponse par oui ou non, qui donnera une interrogation totale, soit une réponse développée, qui sera une interrogation partielle, ou une interrogation qui n'attend pas spécialement de réponse pour diverses raisons, qui sera une interrogation rhétorique. En fonction de ce classement, on peut regarder les 4 questions qui sont soumises à notre étude. Alors nous avons 3 questions qui sont totales. Tu as sur toi tes fameux feutres, tu ne vas pas dessiner sur le tableau, et tu as ou pas. Dans chacun de ces 3 cas, la réponse possible sera oui ou non, mais on ne peut pas répondre oui ou non à pourquoi faire. Pourquoi faire oui, pourquoi faire non, ça n'a aucun sens. Il faut donc une réponse développée, qui pourrait être par exemple pour dessiner, pour réconcilier les gens, etc. Nous avons donc 3 questions totales, une question partielle. Cependant, la deuxième question de Ivan, tu ne vas pas dessiner sur le tableau, puisqu'elle a une construction négative, avec une négation totale elle aussi, signifie que, en fait, la réponse est sous-entendue dans la question. Tu ne vas pas dessiner sur le tableau, Ivan suppose que la réponse sera non. Dans ce cas précis, puisqu'il connaît la réponse qu'il espère, on pourra évidemment parler de question rhétorique.